Comment vous appelez-vous? Bonjour. Alors, Je je crois, m'appelle Irina. en bas, à droite, Irina. Au-dessus, Pascal et Jean-Louis. Non, Jean-Marc. Marc. Ah, Marc. Marc tout court ou Non, Jean-Marc? Jean-Marc. Jean-Marc. D'accord, très bien. Bon, eh ben voilà. Les présentations sont faites. On va partir du début du livre et on va se servir du livre tel un fil rouge. Et puis ça va être un petit peu notre fil conducteur. Et on va partir du tout début. Et ça va nous ramener quelques années en arrière. Je m'adresse plutôt à Jean-Marc. Évidemment, il y a quelques années de ça, dit-il, eh bien, on était des jeunes hommes un petit peu perdus tous les deux. Et puis, enfin bon, prendre conscience des différents aspects d'un trouble va naturellement faire pénétrer de la lumière dans le trouble lui-même. Ce phénomène de vision pénétrante va défaire les liens illusoires qui le maintiennent en cohésion. Oui, les liens illusoires, ce qui permet à une colère ou à une réaction de créer un bloc en nous, en arrière-plan, ce sont des illusions, ce sont des concepts, des idées. Voilà. Plus on va comprendre les arrière-plans, ce qui est à l'origine de la réaction, et moins la réaction va pouvoir avoir d'emprise sur nous. Plus on va s'en libérer. C'est comme si nous faisions des petits trous dans une boîte complètement fermée et que des rayons de lumière y pénétraient. Tout ce qui est contenu dans la boîte, plongé dans l'obscurité, va se révéler à la lumière de l'esprit et se transformer. C'est un petit peu comme s'il y avait une boîte fermée et qu'on fasse des petits trous dans la boîte et que la lumière entre dans la boîte. On va faire des petits trous un petit peu partout, on va regarder un petit peu de tous les côtés et puis, au bout d'un moment, la boîte sera totalement dans la lumière, il n'y aura plus d'ombre, il n'y aura plus de ténèbres, il n'y aura plus de boîte. C'est dans l'ignorance et l'obscurité de notre mental que des troubles mentaux et égocentriques se conçoivent et se structurent. C'est grâce à la lumière et à une claire vue intérieure, la lucidité, qu'ils se désagrégeront. En voyant clairement et lucidement la nature des erreurs contenues dans un état d'être, nous n'y croirons plus, car, tout simplement, nous verrons ce qui est juste et comprendrons ce qui est faux. Nous perdrons foi en nos illusions. Eh oui. L'âme et la vie s'en retireront naturellement, graduellement, et nous les abandonnerons. Oui, il y a des choses qui vont s'éloigner petit à petit. Et c'est ainsi, voilà. Il y a des habitudes qu'on a prises et qui vont petit à petit s'éloigner. Parce qu'on n'y croira plus, parce que pour nous, ce ne sera plus une chose essentielle, présente et importante. Voyez? Il y a donc des choses qui s'éloigneront naturellement. Voici une image simple pour illustrer ces propos. Une petite fille qui prend conscience un jour et comprend que sa poupée n'est qu'un objet de plastique, sans vie réelle, l'abandonne et la met naturellement de côté. Il en est de même pour les états d'être et les troubles égocentriques que nous percevons comme faux et illusoires. La petite fille se tournera de plus en plus vers ce qui lui apparaît comme réel et vivant, afin d'accomplir pleinement sa vie. Voyez, c'est comme une petite fille qui joue à la poupée quand elle est petite, et puis elle est dans son monde, dans son univers, elle l'habille, il y a la petite poussette, il y a le bébé dans le landau. Puis un jour, elle se dit, mais c'est du plastique tout ça. Voilà, elle prend conscience que c'est illusoire, c'est faux.
Alors, eh ben, elle met ses jouets naturellement de côté. Vous jouez plus à la poupée? Jean-Marc, ton nounours, tu joues plus avec ton nounours? Non. Moi, j'avais un... De temps en temps, ah ouais, c'est difficile, hein. L'ours, Ah ouais, ouais, le non. plus dur. Le plus dur, c'est l'ours, ouais. Moi, j'avais un ours étant gosse, je l'adorais, cet ours. Je pouvais pas m'en séparer. Et, enfin, je pouvais pas m'en séparer, je m'en suis séparé quand même. Voilà. Mais bien, c'est exactement la même chose. On a des attachements, on a des habitudes, et puis un jour, vous découvrirez de plus en plus que c'est faux, c'est pas la vie. Alors, les choses s'éloigneront naturellement, mais il y a autre chose qui viendra à la place, qui sera bien plus vaste, bien plus grand, bien plus vivant qu'un petit attachement ou qu'une petite habitude, une petite préférence de ci ou de là. Voyez? Il y a quelque chose derrière tout ça. Rejeter un trouble sans détourner, sans l'avoir regardé, sans avoir été au bout de l'observation, le maintiennent inchangé en nous et lui laisse tout pouvoir d'agir à nouveau sur nous. Et oui, c'est ça le problème. C'est que tant qu'on ne regarde pas une chose, tant qu'on ne la met pas en lumière, on permet à la chose de garder son pouvoir et son emprise sur nous. Voyez? Si on met de la lumière, alors quelque chose se passe. Mais si on ne fait rien, nos instincts, les forces dont on parle, les réflexes égocentriques, toutes ces choses-là, elles gardent une emprise sur nous. Et dès qu'on met de la lumière, alors il se passe quelque chose. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais il se passe quelque chose vraiment. Face à un trouble, même si nous tentons d'établir un contrôle forcé, il y aura tôt ou tard des moments de relâchement. C'est alors que le phénomène ressurgira avec bien plus d'intensité et de force qu'avant. Même si on essaye de contrôler des choses, elles prennent encore plus de puissance et à un moment donné, il faut que ça sorte. Voyez? Si on tente de contenir des sentiments ou des réactions ou des choses comme ça, à la limite, il vaut mieux les laisser sortir, bien, dans une certaine mesure, hein. C'est pas non plus une chose à faire. Comment dire? Les contenir, c'est pas bon, et les laisser sortir à tout bout de champ, c'est pas bon non plus. Il y a des gens qui disent: «Oui, mais il faut tout laisser sortir et puis ça sort et puis ça». Mais oui, mais si on laisse tout sortir, ça nourrit aussi et puis ça mécanise, voyez? Alors on voit des gens qui sont en réaction, à la moindre chose, qui sautent sur les tables ou qui lèvent les bras au ciel à la moindre petite chose. Ben non, c'est pas bon non plus. On n'a pas Si on regarde la colère, elle ne sort pas, elle se juste, comment elle se défait, c'est ça? Si on observe la colère, c'est comme si on sortait d'elle. Oui. Quand on vit une colère, on est totalement impliqué dans la colère, on vit la colère. On est l'être ne vit pas la colère, mais il est dans la colère. Voilà. Et on devient témoin de la colère, alors il y a quelque chose qui prend conscience de la colère. On est déjà moins la colère. On n'est plus totalement la colère. Tu vois? Après, c'est dans notre mémoire, elle ne reste pas dans la même intensité. Ah, C'est que nous avons des habitudes de retourner, comme on a dit, ah, dans oui. notre ballot de mémoire. Et je peux Ouh là cacher là, que eh oui. si on regarde au début et on comprend des causes de cette colère, elle ne reste pas avec cette intensité. C'est Ah parce que non, quand ah, même, ça reste toujours dans notre mémoire et chaque fois, comment on retourne dedans. ah. Je dis que c'est à ce moment, on bien regardé, on a calmé, on a pris bonne décision, mais elle reste quand même dans, dans la mémoire. Ah, c'est pas bon ça, c'est pas bon du tout.
каждый Oui. À la limite, il vaut mieux que ça sorte et puis oui, que faut ça pète un bon coup. sortir complètement pour ne Et pas. si on garde quelque chose et qu'on rumine après, et que ça devient quelque chose qu'on garde en soi, non, il faut vraiment là porter des regards. Oui, il faut porter des regards. Comprendre ce qui se passe. Comprendre qu'on retourne dans la mémoire Et on peut revivre encore. et qu'on revit la chose, bien sûr. On la revit, mais on l'alimente beaucoup. Elle devient puissante et elle nous ronge. C'est quelque chose qui fait beaucoup de mal. Quand on garde les choses en soi et qu'on y retourne et qu'on rumine, c'est certainement le pire. C'est le pire. Mais déjà, dès qu'on prend conscience que lorsqu'on retourne à une chose, on est dans la mémoire, c'est déjà un grand pas du point de vue du regard et de la chose elle-même. On se dit, ah, je suis dans la mémoire, bien. Un tel m'a blessé, il m'a dépossédé ou il m'a infériorisé, il m'a, voilà, il a voulu me dominer, je ne sais pas. Bien. Et maintenant, il y a une colère. Mais qu'est-ce qu'une colère? C'est une réaction, c'est une intention de faire mal à quelqu'un. Et on a évidemment cet argument en arrière-plan, oui, mais lui, il m'a fait mal. Voilà, il m'a fait du mal et maintenant je lui en veux. Si on garde ça en soi, c'est vraiment pas bon. Et des gens qui sont un petit peu dans les problèmes psychologiques sont des gens qui ont gardé des choses en eux. Alors les psys essayent de remonter les événements de leur vie, ce qu'il s'est passé dans leur passé, avec les parents, avec ci, avec là, voilà. On essaye de comprendre un peu comment la chose s'est construite à l'intérieur d'eux, mais il y a certainement eu des pensées répétitives qui ont nourri le sentiment. Donc, si vous repensez à quelque chose, il faut là vraiment être dans l'éveil. On va commencer à regarder et ce regard va mettre de l'espace dans ce qui était un bloc. On va poser plein de questions et puis petit à petit, des lumières vont venir là-dedans et ça va créer un espace et le bloc mémoriel va se désagréger petit à petit. Et même si après on retourne après dans le même sujet, c'est plus léger. Ah oui, il sera beaucoup plus léger. On y retournera peut-être, parce que les réactions, elles s'en vont pas comme ça. Tout ce qui est réaction, c'est mécanique. Tout le monde peut avoir une réaction mécanique. Mais quand on y retourne, ah, c'est plus pareil. Parce qu'il y a des choses qui ont été vues. Le phénomène, je sais pas, imaginons que ce soit une colère, la rancœur même, ça devient de la rancœur, elle se transforme complètement. Elle se dissipe. Écoutez, vous savez quoi? On a envie de rigoler après. Ça fait sourire. Quand on a vraiment fait le tour d'une chose, même s'il y a une réaction, ça devient insignifiant. Vous voyez, mais il faut bien faire le tour, hein, il faut bien regarder. C'est intéressant parce que c'est toujours la méditation qui nous amène à ce dégagement. Voilà. Donc, rejeter un trouble sans détourner, sans l'avoir regardé, sans avoir été au bout de l'observation, le maintient inchangé en nous et lui laisse tout pouvoir d'agir à nouveau sur nous. Oui. Tant qu'on ne va pas voir une chose, elle garde une emprise sur nous. Face à un trouble, même si nous tentons d'établir un contrôle forcé, il y aura tôt ou tard des moments de relâchement. C'est alors que le phénomène ressurgira avec bien plus d'intensité et de force qu'avant. Lorsque nous parlons de trouble, de malaise, de désir, d'instinct, nous parlons également de force et d'entité. Les personnes qui tentent de contrôler de façon péremptoire des instincts, des puissances en elles, sont bien souvent submergées par les émotions et se voient confrontées à des conflits bien plus puissants et bien plus inextricables. Voyez ?
Plus on essaye de contenir les choses, et plus à un moment donné, elles sortent en force et nous submergent. Une personne me disait un jour, je ne supporte pas lorsque je me mets en colère. Ah oui. C'était quelqu'un qui était colérique et qui ne supportait pas de se mettre en colère. C'est dommage, parce qu'il était justement colérique. Mais ça l'horripilait. Mais il était colérique. L'état de colère en lui-même est un état de surtension nerveuse corporelle, un état de rejet et de division psychologique, relativement à une chose extérieure. Bien qu'il y ait des colères parfois légitimes, le moi et l'ego sont bien souvent le centre du problème. La personne en question surajoutait de l'intensité et du rejet au problème de la colère en pensant, en agitant son mental. De plus, elle créait un conflit supplémentaire en projetant l'image d'un ego qui ne veut pas se voir en colère. Voyez, il crée un complexe, une complexité psychologique à son problème de colère en désirant ne plus être en colère. Voyez comme on surajoute les problèmes. Je suis quelqu'un de colérique, de réactif, bien, et je me dis que je ne veux plus être ceci, je ne veux plus être cela. Alors on complique beaucoup la psychologie et on le vit encore moins bien finalement. Nous comprenons bien évidemment qu'il est préférable de contrôler la colère, car elle n'est pas naturellement viable ni pour nous ni pour les autres. Mais écarter un phénomène en soi, sans l'avoir attentivement et sérieusement observé sous tous ses aspects, et sans comprendre ses causes profondes, ne change en rien la structure. Tant qu'un phénomène reste dans les ténèbres, sa nature reste inchangée. Dès qu'elle est soumise à la lumière de conscience, alors une dissolution s'opère. Certains yogas, comme celui qui consiste à focaliser l'attention sur la respiration, aident à réaliser le calme en soi. D'autres, comme le Tai Chi Chuan, prennent comme support la gestuelle. Vous savez, le Tai Chi Chuan, c'est faire des gestes bien précis. Tout ce qui contribue à établir le bien-être corporel et une plénitude relative est naturellement bon. Plus vous irez vers le calme, la plénitude et le bien-être, c'est parfait. Mais nous ne devons jamais négliger la dimension de l'esprit, celle qui consiste à prendre conscience, à prendre lumière. La lucidité qui résulte des regards portés en nous agit de la même façon que la lumière physique. Elle éclaire et révèle la nature des phénomènes intérieurs. Le soi-regard, le pouvoir d'éclairer, est hautement puissant. Il transforme profondément les concepts de notre esprit individuel, les structures de notre sensibilité et de notre corps physique. Oui, ça aussi on en a parlé, ça transforme tout ça. C'est pas juste des regards portés, voyez, un regard porté, c'est de la lumière. Et cette lumière met naturellement de l'ordre. Elle transforme aussi les structures elles-mêmes. Elle transforme votre corps, elle transforme votre sensibilité. Vous assimilez une lumière, une vision nouvelle, voyez. Et ça vous transforme, ça. Les autres yogas ne transforment pas véritablement la dimension de l'esprit ou très peu, mais ils ont l'avantage de commencer à nous faire prendre goût à la paix et à l'harmonie. On parle de la méditation de l'esprit et du soi-regard, mais vous pouvez très bien vous
dire à un moment donné, eh bien, je vais simplement me mettre dans la paix, dans le calme. C'est très bon, c'est parfait, voyez? Et ce calme, vous allez de plus en plus l'apprécier. Instaurer le calme en soi, c'est parfait. Mais évidemment, le regard à l'intérieur de soi, c'est très puissant. La transformation de notre âme et de notre esprit individuel va nous permettre d'accéder à une dimension de la vie bien plus vaste que celle de notre petit mental d'individu égotique. Je parle de la dimension universelle, celle de l'unité, de la supra-intelligence. C'est un bien grand mot, mais la supra-intelligence, c'est lorsque les choses sont claires, et puis c'est tout. Voilà, c'est finalement ce qu'il y a de plus simple. Celle qui nous permet d'évoluer en parfaite harmonie avec les lois de la vie. Unité, lumière, intelligence, plénitude, compassion, tous ces aspects de la dimension universelle sont synonymes. Et oui, on parle de la présence, mais il y a tout dans la présence. Si vous avez des choses à dire, allez-y. Hein. Quand même, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que plus il y a de regard, plus il y a de méditation, et plus on est, comment dire, et moins on est en relation, et ça se fait tout seul, ça se fait naturellement. On est en relation avec son mental, et notamment avec les sentiments. Et on le constate parce qu'on se rend compte qu'on est en relation directe, beaucoup plus souvent qu'avant, avec le monde autour de nous tel qu'il est, et surtout les êtres vivants, les êtres humains notamment, qu'ils soient proches ou pas proches, comme on dit, mais en tout cas, ça c'est quelque chose qui est très très net, et que grâce à tous ces regards, à toutes ces méditations, à toutes ces prises de conscience, je me rends compte que je suis beaucoup moins souvent, mais beaucoup moins souvent qu'avant, en connexion avec le mental et beaucoup plus présent au réel, on va dire. Voilà, la réalité telle qu'elle est autour de nous. Donc ça, c'est pas comme ça, c'est pas fait comme ça. Ça, c'est le fruit de toutes ces prises de conscience, petites ou grandes, peu importe, tous ces regards portés, c'est ça qui défend non seulement, comment dire, les structures prises les unes par rapport aux autres, mais plus globalement l'emprise du mental, quoi, dans sa globalité, du blablabla, bla, de celui qui parle, de ceux qui parlent, du mental sonore. Alors pour moi, c'est très très net ça. Donc ce que dit Jean-Pierre, c'est complètement vrai. Et on le vit, on s'en rend compte. Et ça, c'est grâce à toutes ces lumières, ces lumières portées, ces prises de conscience, les regards, les méditations, tout ce qui permet d'éclairer les choses en nous. Et donc, voilà, on se rend compte à un moment donné qu'il y a une grande différence avec celui ou celle qu'on était avant. Donc c'est très important d'essayer de percevoir ce qui se passe en nous, d'éclairer comme on peut, mais voilà, de porter des lumières en nous. Et on change petit à petit. On n'est plus le même ou la même. Oui, on parle de l'emprise du mental, Ah ouais, ouais. voyez. Et c'est un petit peu comme si une entité euh, nous sautait dessus, ce mental. Et cette entité va s'éloigner petit à petit. Voyez, cette mémoire, on va la mettre de plus en plus de côté. On s'en est beaucoup servi de cette mémoire. On s'en est trop servi. Voyez, et on a délaissé cette dimension spontanée de la vie, cette dimension vivante et spontanée de la vie, qui est là. On a trop sollicité notre mémoire à cause du mental, à cause des pensées.
Voyez? Quand vous pensez, vous liez au mental. C'est une connexion. Et ce sont ces connexions réflexes et mécaniques qu'on va perdre petit à petit en découvrant la plénitude de l'être, la plénitude de l'instant présent. Voyez? Dans cette plénitude de l'instant présent, on va vivre quelque chose d'une grande douceur, d'une grande paix qu'on va apprécier, mais ça va être le nectar de la vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. On va faire de plus en plus attention à moins se connecter à notre mémoire, voyez? On lui a donné une grande puissance à ce mental. C'est quelque chose qui a des racines profondes en nous, voyez? Il faut déraciner le mental, le déraciner. Il faut que le mental reste à sa place. On en a besoin quand on en a besoin. Et il ne faut plus qu'il ait cette emprise profonde en nous. Vous voyez, Jean-Marc? Oui, parce que quand justement petit à petit on se rend compte, ça aussi c'est une prise de conscience, hein. Quand petit à petit on se rend compte, on prend conscience que on est moins perturbé, dérangé par le mental qu'avant, notre sensibilité commence à goûter ce qu'on appelle, enfin ce que moi j'appelle l'état premier, c'est-à-dire notre état naturel. Et donc là, notre sensibilité peut goûter le rayonnement de cet état naturel. Et c'est ce qu'on appelle la présence. Alors évidemment, quand on commence à goûter le rayonnement de la présence, on se rend compte, mais tout ça, je dis en jeu, mais c'est pas vrai, ça se fait tout seul, ça se fait naturellement, c'est une autre prise de conscience, c'est encore une lumière de plus. On se rend compte, on parle de liberté, mais la liberté, quand on commence à se rendre compte que le mental est moins là, moins à nous occuper, à occuper cet espace intérieur. On se rend compte que la liberté, c'est quoi? La liberté, c'est être libre de ce mental qui vient perturber. C'est ça la liberté. Il n'y a pas d'autre liberté. Et puis on se rend compte que le bonheur, parce que tout le monde parle de bonheur, tout le monde veut le bonheur et c'est normal. Et on se rend compte aussi, quand ce mental est moins présent, parce qu'il est moins présent, parce qu'il est moins là, notre sensibilité vit le rayonnement de notre état naturel de la présence. Et là, on vit la paix, la plénitude, comme dit Jean-Pierre. Et c'est ça le bonheur. Mais le bonheur, il n'est pas à courir à droite à gauche après des objets qui vont disparaître à un moment donné ou à un autre. Le bonheur, c'est vivre le rayonnement de la présence. Et la liberté, c'est vivre sans le mental qui vient perturber cet état naturel qui est équilibré, paisible et harmonieux. C'est ça, ça aussi, c'est une prise de conscience. Ce sont des prises de conscience. Donc, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que chaque fois qu'on prend conscience qu'une petite chose, une grande chose, peu importe, chaque fois qu'on apporte un peu de lumière en nous, ben, ça nous libère du mental. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et là, on va pouvoir naturellement, notre sensibilité, parce que le mental est moins là, va pouvoir découvrir et apprécier notre état naturel, l'état premier et son rayonnement. Et là, on va comprendre, voilà, on va comprendre ce qu'est la vraie liberté et qu'est-ce que c'est le bonheur. En fait, c'est ça qui va se passer. Vous voyez, donc, porter des regards en nous, ça va petit à petit éloigner ce mental. Et on va découvrir une autre dimension. C'est ça qui va se passer. Oui. Et la méditation est là pour commencer à nous dégager du mental. Ça peut prendre le temps que ça prend. Quelle importance? C'est pas grave. Que ça mette 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Le tout, c'est que ça vienne un jour. Le tout, c'est que il y ait cette liberté qui se présente. Donc la méditation est là pour ça. On voit que toutes les méditations, d'ailleurs, sont axées sur le calme, sur la paix.
voyez, sur la détente. Le yoga se sert beaucoup du corps. Et heureusement qu'il est là, d'ailleurs. Nous comprenons au fur et à mesure de l'avancée que les choses manifestées dans le champ de notre mental sont des composites, des unités faites d'un assemblage d'éléments, exactement comme le corps physique est fait d'un assemblage d'organes, de cellules, d'atomes, etc. Nous comprenons que le bébé construit la notion de moi au fur et à mesure qu'il prend conscience de lui-même en tant que corps isolé dans l'espace et isolé du monde qui l'entoure. Plus tard, il va associer à la notion du corps l'idée que c'est lui qui comprend, que c'est lui qui voit, que c'est lui qui pense, ressent et agit. Ces liens vont créer et construire dans le mental sa notion psychologique de moi. Nos idées et structures psychologiques sont vécues sensiblement en tant que notions éprouvées, au même titre qu'une sensation sur le plan physique. Oui, c'est-à-dire que, vous voyez, je touche un objet et je vis une sensation. C'est une unité, voyez. Et quand le moi est là, c'est un sentiment, c'est une notion, c'est un bloc, c'est une unité. En nous, nous vivons tout en unité. Voyez? Dans les sensations, c'est le corps à ce moment-là qui est en jeu. Mais dans notre psychologie, en arrière-plan, ce sont nos concepts et nos idées qui sont le support. C'est d'eux que vont émaner nos réactions. Voyez, nos sentiments. C'est cette trame conceptuelle en arrière-plan. On peut appeler aussi ça la matrice, si vous voulez. C'est de là que toutes nos réactions, toutes nos notions émanent, jaillissent. Voyez bien cela. Nous éprouvons sensiblement la notion de moi. Dans une unité, on est un. Quand il y a moi, voilà. On ne comprend pas, on ne sait pas ce qu'on dit, on ne sait pas à qui on invoque, mais il y a cette notion-là. Cependant, si nous l'observons, nous voyons qu'elle est un assemblage, une structure constituée d'éléments. La notion de moi est en fait un composite. Les structures mentales se font et se défont, apparaissent et disparaissent, car elles ne sont que des assemblages, des échafaudages. Seul reste ce qui est absolu en nous. Nous pouvons être parfaitement conscients d'une chose sans notion de moi. La conscience est une lumière omniprésente. La notion de moi apparaît et disparaît. L'homme et la femme sont les seuls dans la hiérarchie des créatures terrestres à manifester aussi nettement le pouvoir de soi-conscience, grâce notamment au pouvoir des mots et du mental qui jouent le rôle de miroir. Utilisons pleinement ce pouvoir. Alors nous serons véritablement en phase avec nous-mêmes, avec notre pleine et totale potentialité, celle qui nous est offerte à notre naissance par la vie. Oui, ce qui est dommage, c'est que tous les êtres humains ont cette capacité, cette potentialité de soi-regard, de soi-conscience. Maintenant, on le fait ou on le fait pas, on peut le faire ou on ne peut pas le faire. Il y a des gens, ils peuvent absolument pas, ils sont dans une phase évolutive ou involutive même, on pourrait dire. Il faut qu'ils vivent. Et puis, mais il y en a beaucoup qui peuvent se tourner vers la vie et puis créer cette ouverture de la conscience. Le soi-regard est une incessante remise en question de soi, de la vie en soi. Certains pourront être surpris au début de constater à quel point l'égocentrisme est présent et puissant en eux, caché derrière chaque pensée. La méditation, l'introspection vont révéler des aspects de notre personne qui ne sont pas très reluisants.
Parce que on va voir que derrière chaque pensée, il y a du moi. Et moi ceci, et moi cela, et moi patati, et moi patala. Voilà. Et ça plaît pas au moi. Ça plaît pas au moi de voir qu'il est égocentrique et qu'il est aussi présent. Le moi se veut aussi modeste. Vous voyez? On se veut aussi très subtil. Mais lorsqu'on va regarder, ben, on va voir qu'il y a un moi énorme. Et le moi n'aime pas ça. Il, on n'aime pas être gros. Le moi n'aime pas être gros. Ça va avec nos complexes physiques. Nous apprenons par la méditation à observer les choses impassiblement. Ce que nous voyons ne doit ni entamer ni perturber notre détermination. Les défauts et autres penchants s'aplaniront d'eux-mêmes et tout cela sera dépassé tôt ou tard. Voilà. Ben oui, ces discussions, mais vraiment, elles vous obligent à regarder à l'intérieur. Vous voyez? On aurait une tendance naturelle à repartir dans cette notion de l'extérieur. Et puis là, grâce aux discussions, c'est à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur. Vous voyez? C'est ça qui est bon. Ça aussi, je voulais poser une question. Et c'est le moi. C'est le moi.